Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est un discours qui fera date, celui prononcé par le président chinois Xi Jinping en ouverture du forum de Davos en janvier dernier. Il y avait là, réunis dans les Alpes suisses, 3000 dirigeants politiques et économiques du monde entier, subjugués lorsque Xi Jinping, le numéro 1 du Parti communiste chinois, s'est fait le champion de la mondialisation, cet océan immense auquel personne ne peut échapper. Qu'on se le dise, la Chine défend la mondialisation et le libre-échange et pas le protectionnisme. 如同把自己关入黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。打贸易战的结果只能是两败俱伤。 Dans un même élan, Xi Jinping a souligné sans embâche que son pays est prêt désormais à guider l'ordre mondial et la sécurité internationale. En ce début du XXIe siècle, la Chine entend manifestement jouer son rôle de très grande puissance. Elle se veut, elle se voit au centre du monde. C'est ainsi qu'elle se représente. Et si vous vous promeniez à Pékin, dans les bureaux du ministère de la Défense, vous verriez des cartes géographiques qui renversent notre imaginaire d'occidental. La voici, cette vision chinoise du monde, un monde qui bascule, pivoté à 90 degrés. La Chine est au centre, bien sûr, les États-Unis d'Amérique relégués tout en haut à la périphérie de l'autre côté de l'océan Arctique. L'Afrique, imposante, apparaît au premier plan, plus bas au milieu, le pôle Sud, mis à plat. Et sur cette carte inédite, Chungho, l'empire du milieu, qui n'a jamais autant mérité son nom, projette son expansion. Anticipant la fonte des glaces, une nouvelle route le relie à l'Europe à travers l'océan Arctique. Plus encore, la route classique de l'océan Indien est redéfinie, mettant l'accent sur les ports que la Chine achète ou construit. À Djibouti, elle va implanter sa première base militaire permanente à l'étranger. Le port de Gwadar au Pakistan est une autre pièce essentielle. Il y a bien sûr le Pirée en Grèce, Port-Soudan, Darwin en Australie et bien d'autres encore où les Chinois investissent et s'aménagent des facilités. Cette carte a été réalisée par l'Académie des sciences sociales de Pékin, révolutionnaire car elle brise notre représentation occidentale. Et pourtant, elle ne diffère pas tellement de cette autre carte esquissée au XVe siècle. À l'époque de la dynastie Ming, la Chine, d'une grosseur exagérée avec la Corée, occupait déjà tout l'espace. Et sur les bords de ce monde chinois, la péninsule arabique, l'Afrique et l'Europe apparaissaient comme des appendices mineurs. Regardez maintenant cette autre carte, elle aussi renversée d'un quart de tour. Vu comme cela, on comprend mieux la vision et les présupposés historiques. La Chine considère comme son précaré cet espace ouvert devant elle avec Taïwan, les archipels des Spratleys ou les îles Paracel. La Chine entend bien y imposer son ordre, quitte à violenter le droit international, et tant pis pour le Japon, les Philippines ou le Vietnam. C'est en vertu de cette représentation du monde que la puissance chinoise se déploie dans la course au commerce et aux ressources. En renversant la carte, la Chine se replace au centre, acteur majeur de la géopolitique du XXIe siècle. Bonjour Nicolas Giuffret. Bonjour. Vous pilotez à l'Université de Genève le département d'études est-asiatiques, vous parlez le chinois, vous avez beaucoup publié, pour ne citer qu'un ouvrage, Introduction à la pensée chinoise, chez Marabout. On a vu ces cartes chinoises contemporaines et anciennes. Comment faut-il comprendre cette représentation du monde par les Chinois? J'insisterai sur le poids de l'histoire, sachant que la Chine a toujours été un centre de civilisation relativement isolé du monde extérieur, puisqu'il y avait toute l'Asie centrale, les plateaux tibétains, etc., qui l'isolaient de l'Asie occidentale. Et puis sur sa façade est, la mer, entourée de populations moins civilisées, en tout cas c'est la façon dont les Chinois les voyaient. Et donc cette idée que la Chine est au centre et puis qu'autour il y a plutôt des barbares. Et toutes les représentations du monde en Chine ancienne se font selon ce modèle-là. Et puis une Chine aussi qui a beaucoup souffert, qui a été humiliée dans son histoire. Ça explique aussi. Oui, alors il y a ce qu'on appelle en chinois les 100 ans d'humiliation qui commencent en 1842 avec la fin de la guerre de l'opium et puis qui se termine avec la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Et c'est un siècle où les Occidentaux se comportent quand même relativement mal. Il y a toutes sortes de traités inégaux, il y a l'agression japonaise. Et
du point de vue chinois, pas beaucoup de confiance vis-à-vis finalement des populations européennes, occidentales. Et une partie des gesticulations actuelles, ou même du nationalisme, doit aussi se comprendre avec ça en arrière-plan, à savoir ce poids de l'histoire sur la Chine. Il y a un rêve chinois, un rêve de retrouver les splendeurs du passé, du 19e siècle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les contours de ce rêve chinois ? Alors, c'est un rêve qui est un peu flou comme les rêves parfois. Ça a été mis en avant par Xi Jinping, donc le président chinois, à la fin 2012, début 2013, avec un certain nombre de convergences avec le rêve américain, notamment l'idée de la réussite individuelle basée sur l'effort, et puis des dimensions beaucoup plus patriotiques, voire nationalistes. L'idée, c'est un retour de la Chine comme grande puissance. Il y a la théorie des deux fois 100. Donc, 100 ans après la fondation du Parti communiste, donc en 2021, la Chine devrait être un État modérément prospère. Et puis, 100 ans après la fondation de la République populaire de Chine, donc ça nous met en 2049, elle devrait vraiment faire partie des États développés. Avec donc des dimensions positives et puis quelques dimensions qui sont quand même aussi assez dangereuses. Donc ce nationalisme chinois dont je viens de parler. Et quand Xi Jinping réaffirme que mon pays est prêt désormais à guider le monde, la mondialisation, il ne bluffe pas, hein, c'est à prendre au sérieux. Alors, est-ce qu'il a dit ça vraiment comme ça? Je ne sais pas. Si je me réfère au discours de Davos qu'il a prononcé lors du Forum économique, il insiste plutôt sur l'importance d'un monde multipolaire où les droits des États, tous grands comme petits, soient respectés. Il insiste aussi sur les bienfaits de la globalisation, qui a été très importante et très positive évidemment pour la Chine. Ce qui est d'ailleurs piquant, c'est que c'est un régime communiste qui insiste sur la globalisation et le régime américain avec Donald Trump qui a plutôt tendance à se fermer. Il insiste aussi sur la nécessité de réguler un peu cette globalisation de façon à ce que les dimensions sociales, humaines, écologiques soient mieux prises en compte. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. D'ailleurs, je me faisais la réflexion que son discours n'est pas tellement différent de celui d'un Emmanuel Macron en France aujourd'hui, où on essaie d'avoir un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est une autre question. Alors, avant d'aller plus loin, Nicolas Giuffret, je vous propose en image de découvrir cette position de l'Empire du Milieu au centre du monde. Chronique signée Mélanie Ohayon. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Sur cette planète économie, en termes de PIB, le produit intérieur brut, ce poids visible de la Chine qui occupe près de 15% de la surface, aux côtés du géant américain, 24%, et du continent européen qui totalise 21%. La croissance du pays est exponentielle depuis les années 2000. En 15 ans, son PIB a été multiplié par 10. Usine du monde, la Chine est aussi le premier exportateur mondial devant les États-Unis et l'Allemagne. Depuis les années 2000, le pays investit massivement à l'étranger. 165 milliards de dollars en 2016, formidable accroissement par rapport à 2015. La Chine est le deuxième investisseur mondial derrière les États-Unis. Une personne sur 5 dans le monde est chinoise, 1,4 milliard d'habitants. Malgré la politique de l'enfant unique mise en place à la fin des années 70, la population a doublé en Chine en 50 ans. L'expansion des villes chinoises est fulgurante. Vue du ciel, elle est impressionnante. Ici, les images satellites de la ville de Shanghai et son développement depuis 1984. Ville la plus peuplée du pays aujourd'hui, plus de 24 millions d'habitants, une population doublée en 30 ans. La puissance chinoise est aussi militaire. L'armée populaire de libération compte plus de 2 millions d'hommes sous les drapeaux, la plus importante au monde. Elle possède l'arme nucléaire. Son budget ne cesse de croître. En 15 ans, il a été multiplié par 10. En 2017, il devrait culminer à 150 milliards de dollars. Face à la Russie, près de 70 milliards en 2016, et du colossal budget américain proposé par Donald Trump, 600 milliards de dollars. On a vu, Nicolas Giuffret, cette Chine, puissance économique, financière, technologique, spatiale désormais.
Est-ce que cette immersion dans la globalisation, dans la mondialisation, va l'amener vers la démocratie, ou en tout cas vers une démocratie telle que nous l'entendons en Occident? Alors, il y avait beaucoup d'espoir, notamment dans les années 1990, avec Internet et tout, que la Chine devienne une démocratie. Elle n'est pas devenue une démocratie. Elle a un bilan en matière de droits de l'homme qui reste mauvais. Il y a toutes sortes de libertés qui ne sont pas assurées, mais j'aimerais quand même dire que ce n'est pas non plus un État totalitaire au sens où l'est la Corée du Nord. Ça serait une première remarque. Et puis peut-être 2-3 points. D'abord, je pense que pour beaucoup de Chinois aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que leur situation s'améliore, ce qui est certainement vrai, en tout cas dans le moyen terme. Et ils sont prêts, je pense, à patienter un certain temps pour les progrès politiques. Un deuxième point, c'est quelque chose qu'on voit très fortement sur Internet, sur les blogs, c'est la très forte dépolitisation de la jeunesse chinoise. Il y a des statistiques qui montrent que la plupart des sites Internet sont des sites de divertissement ou des sites d'achat, des plateformes d'achat par exemple. Consommer, en plus c'est patriotique de consommer. Puis le troisième point, c'est l'importance de valeurs alternatives, de discours alternatifs sur le fait que les droits de l'homme, la démocratie ne seraient pas forcément adaptés à la Chine, qui privilégierait le bien-être du groupe. Une troisième voie. Une sorte de troisième voie, voilà exactement, où on privilégie les intérêts du groupe, le sacrifice individuel, les devoirs plutôt que les droits. Donc ça, ce sont aussi des discours qui ont une certaine importance en Chine, qui sont à mon avis pas recevables, mais qui sont importants donc en Chine. Est-ce que cette affirmation du rôle primordial de la Chine, ça en fait automatiquement un adversaire des États-Unis? Automatiquement, non. Et puis là, j'aimerais quand même rappeler que la Chine, historiquement, n'a pas été une puissance particulièrement agressive. Il y a eu des guerres, évidemment, en Chine. Mais par exemple, la Chine ne s'est pas projetée jusqu'à maintenant, en tout cas militairement, hors de ce qu'elle considère comme sa sphère d'influence, qui est peut-être plus importante que ce qu'on souhaiterait, que ce que souhaiteraient les Mongols ou les Tibétains, par exemple. Si on compare une carte, il y a actuellement, c'est vrai, un certain nombre de bases ou d'installations chinoises, mais qu'on compare avec une carte pour les États-Unis, puis on verra que la différence, elle est tout à fait considérable. Ce sur quoi j'aimerais insister aussi, c'est sur cette espèce d'encerclement des États-Unis par rapport à la Chine. Si vous prenez la chaîne d'îles qui va depuis la péninsule coréenne jusqu'aux Philippines, c'est une chaîne qui est quasiment contrôlée tout le long par les Américains, avec 35 000 soldats au Japon, 25 000 en Corée, des bases un petit peu partout, des manœuvres conjointes avec Taïwan, avec les Philippines. Donc la Chine a probablement une responsabilité dans les tensions, il y a le nationalisme chinois, mais je pense que c'est une responsabilité qui est partagée, en tout cas. Puis à propos de la Corée, c'est un peu le sujet brûlant en termes de tension du moment, est-ce que vous pensez que la Chine pourrait lâcher la Corée du Nord? Je ne pense pas, ce qui n'empêche pas que la Corée du Nord est une sacrée épine dans le pied de beaucoup de monde, mais de la Chine aussi, parce que d'un côté, ça représente un tampon entre les bases américaines en Corée du Sud et puis sa propre frontière, et puis de l'autre, on a l'impression que la Corée du Nord n'en fait qu'à sa tête, et que la Chine, finalement, n'arrive pas véritablement à peser sur la Corée du Nord. Et puis ma dernière question, parce que c'est une hypothèse qu'on fait ici, une troisième guerre mondiale dans le Pacifique. Est-ce que cette hypothèse d'une guerre dans le Pacifique, d'un grand conflit dans le Pacifique, c'est aussi une hypothèse chinoise? Ce sera ma dernière question. Alors, brièvement. Il y a des blogs très agressifs sur Internet où on voit des jeunes, ou d'ailleurs parfois des moins jeunes, des généraux à la retraite, qui font toutes sortes d'hypothèses sur une troisième guerre mondiale et ses résultats. Je ne pense pas du tout que ce soit un discours qui est dominant dans la région. Les Chinois savent très bien qu'ils auraient énormément à perdre, étant donné l'implication des économies avec le Japon, enfin dans toute la région, à une guerre. Et à mon avis, ce n'est pas une option qui est actuellement, au moment où je vous parle, crédible, mais il y a un certain nombre, effectivement, d'incertitudes dans la région, de dangers qui existent, et ceux-ci, on ne peut pas les nier. Merci Nicolas Giuffret, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. Quelques pistes pour élargir le champ de cette émission. Le magazine Globe de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, édition du printemps 2017, avec un dossier consacré au risque de guerre en mer de Chine. Toujours passionnante, l'émission Le Dessous des cartes, intitulée justement « Les cartes des autres ». Le produit date un peu, mais c'est encore disponible sur le site de la chaîne Arte, pour la modique somme de 99 centimes d'euros. Un dossier des archives de la RTS époque noir et blanc intitulé « À l'aube de la puissance chinoise ». C'est une série de 9 reportages réalisés dans les années 60, à l'époque où l'empire de Mao Tse-tung s'éveillait et commençait enfin à produire assez de riz pour nourrir sa population. Enfin, un beau livre
Carte d'exception, 3500 ans de représentation du monde par Jerry Breton de l'université Queen Mary de Londres, éminent spécialiste de l'histoire de la cartographie. C'est paru en 2015 aux éditions Géo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis. À vous tous sur la RTS et TV5 Monde. Une excellente semaine. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt.